Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, donc bienvenue, un nouvel épisode cette semaine avec quelqu'un qui a un parcours professionnel assez intéressant. Nous sommes donc à la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France. J'accueille Monsieur Laurent Rigaud. Monsieur Rigaud, je vais vous laisser vous présenter et puis je vais rebondir sur différentes questions que j'ai préparées pour vous. Très bien. Bonjour, bienvenue à la Chambre de métier. Je m'appelle Laurent Rigaud, je suis d'abord artisan boucher, j'ai 52 ans, marié à Isabelle, 4 filles, et puis j'ai quelques responsabilités dans la représentation et la défense des artisans, puisque je suis président de la Chambre de métier et de l'artisanat des Hauts-de-France, et j'ai une autre casquette aussi, puisque je suis vice-président au conseil régional et j'ai en charge l'emploi et la formation. D'accord. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer le rôle de la Chambre des métiers, le type de métier représenté de manière très générique encore une fois, notre public, en fait, c'est un public de jeunes. Le but, c'est de comprendre un petit peu ce que vous faites et votre valeur ajoutée, entre guillemets. Alors, la Chambre de métier, c'est un établissement public. Donc, la tutelle, c'est l'État, c'est monsieur le préfet. Et c'est dirigé, administré par des artisans. C'est des artisans qui ont été élus pour diriger la chambre de métier et de faire en sorte que cette chambre de métier soit au service des artisans dans le développement économique, dans le développement de la formation, dans comment on rend service à l'artisanat, comment on accompagne les artisans à se développer partout dans la région. Voilà, donc c'est un outil assez remarquable et quand il est dirigé par des artisans, au moins ça colle à la réalité. Oui, on est proche du terrain. Et juste pour avoir quelques chiffres, quel type de métier, combien de professionnels dans la région? J'ai vu que vous faisiez beaucoup d'apprentissage. Combien d'apprentis à peu près, quoi, hein? Oui, alors la Chambre de métier, elle a une spécificité, c'est qu'elle est spécialiste dans l'apprentissage. Voilà, on a 21 centres de formation, on est le plus gros centre de formation de la Chambre de métier. Et 3 gros métiers à la Chambre, développement économique, développement des compétences, développement territorial pour 110 000 entreprises dans les Hauts-de-France. 110 000, 160 000 salariés. Et dans l'artisanat, on a 250 métiers. 250 métiers dans 3 grandes familles. Métiers du bâtiment, métiers des services et de la production et métiers alimentaires. Voilà les 3 grandes familles des métiers de l'artisanat. D'accord. Et en 2 mots, votre parcours, parce que vous êtes... moi, je vous connais au travers de votre boucherie, mais je connais pas grand-chose de ce que vous avez fait avant la boucherie. Peut-être que vous avez fait autre chose avant la boucherie, d'ailleurs. Non, j'ai fait pratiquement que de la boucherie à l'âge de... Alors, j'ai fait l'école comme tout le monde, jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, où j'étais bon élève, mais l'école, c'était pas mon truc. Je voulais aller bosser, je voulais rencontrer des gens, je voulais rentrer dans la vie. Et donc, à 14 ans, je voulais être soit paysan, je dis bien paysan, ou soit boucher. Pourquoi boucher? Je sais pas, j'aimais la boucherie, et paysan parce que je voyais le truc vraiment de la ruralité avec, dans la proximité avec les animaux. Bon. Et ça, très bonheur. Donc je suis allé à Genève faire 2 mois pendant les vacances d'immersion, et dans une petite boucherie à Tourcoing, pareil, j'ai été faire quelques semaines.
Et assez vite, je me suis porté sur la boucherie, puisque déjà à ce moment-là, l'élevage était à mon goût aseptisé, et moi je voulais vraiment le faire à l'ancienne, et je voyais bien que ça allait plus être comme ça. Donc je suis parti en boucherie, et comme j'étais trop jeune, j'ai dû demander une dérogation, et j'ai démarré à 14 ans et demi, j'ai démarré mon contrat d'apprentissage, 14 ans et demi, 15 ans, mon contrat d'apprentissage en boucherie. Donc j'ai passé un CAP boucher. J'ai démarré après un brevet professionnel que j'ai pas fini, puisque j'étais à Forêt-sur-Marche chez Jean Delbé, une belle boucherie, hein, une belle grosse boucherie. Et j'ai voulu faire comme Jean Delbé. J'ai dit, tiens, un jour je serai mon propre patron. Mais on avait le service militaire à faire à ce moment-là. Ouais. Et donc j'ai aussi devancé mon service militaire. Je suis parti, j'avais pas tout à fait 18 ans. Et pendant mon service militaire, j'ai racheté ma première boucherie à 18 ans. Donc depuis l'âge de 18 ans, je suis artisan boucher, parce que je suis installé à mon compte depuis l'âge de 18 ans, c'était en 1989. Et depuis, pendant un moment, j'ai eu 4-5 magasins, et jusqu'à aujourd'hui, où j'ai un magasin, puisque j'ai vendu à mes responsables tous les magasins. Quand mes enfants m'ont dit « Papa, on veut faire le métier », et là j'ai dit « On va vendre et on va redémarrer une nouvelle aventure avec vous ». Et vos parents étaient déjà Non, pas du tout. Mes parents, non, pas du tout dans le commerce, pas du tout. Néanmoins, j'ai mon père en 2000 qui m'a rejoint dans l'entreprise, puisque lui, il est plutôt dans l'organisation et la gestion, et il m'a rejoint quand j'avais 4 boucheries. D'accord. Et pour avoir un point de repère, vous avez combien de salariés dans vos boucheries, dans votre boucherie? Alors, on est monté, quand on avait 4-5 boucheries, à au-dessus de 30. Et maintenant, on essaye d'être entre 12 et 15. Voilà, ça dépend les périodes, s'il y a des départs, des rentrées. Mais on essaye d'être entre 12 et 15. Et c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir tourner correctement. D'accord. Et ça fait une paire d'années que je vous suis, alors discrètement, hein, mais comment je me disais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, typiquement, vous vous engagez sur la mission, on va dire, de président de la Chambre des métiers? C'est quoi le moteur, la motivation derrière ça? Alors pour moi, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas de plan de carrière, de dire je vais faire ça, je vais faire ça. Ça se fait naturellement, mais ça n'a pas démarré par la Chambre de métier. Ça a démarré par du syndicalisme. Mon métier, je l'adore. Et il y a un moment, il faut en parler. Il faut faire voir ce qu'on fait. Faire, c'est bien, mais il faut le faire voir, il faut le faire savoir. Et c'est après, naturellement, où j'ai eu des anciens qui m'ont dit, ben Laurent, viens à mes côtés, et puis tiens, t'en parles bien, commence à le faire, commence à défendre. Et j'ai commencé comme ça, en étant président de ma fédération des bouchers du Nord, maintenant des Hauts-de-France, président de tous les alimentaires, c'est la CGAD, la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail, où je représentais tous les alimentaires. Après, j'ai représenté tous les artisans à l'UDP, avec les professions libérales. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, on défend, on représente, et après, on voit cet outil chambre de métier où on se dit, allez, là, c'est beaucoup plus large, on a un peu de moyens, on va sur la formation, on n'est plus seulement dans la revendication, on est aussi dans le « je vais mettre en place ». Voilà. Et donc, dans l'action, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demain? Et donc ça m'a plu, et puis donc je me suis engagé à la Chambre en 2010, et très rapidement mes collègues m'ont dit « Laurent, allez, il faut que tu y ailles », et donc voilà, donc pour arriver président de la Chambre des Hauts-de-France. Ok. Et pour en venir à ma question centrale, moi je suis jeune, admettons, j'ai 15-16 ans. Comment je fais pour devenir boucher? C'est quoi le parcours type? Alors le parcours type, d'abord il faut rentrer dans une boucherie, il faut aller voir. Ouais. Il faut aller voir. Hein, avant de dire tiens je vais être boucher, il faut aller voir ce que c'est. Alors on peut très bien découvrir le métier en rentrant dans un centre de formation et en allant sur le plateau technique, hein, on a des super labos. Je pense qu'il faut le faire, et on le fait pas mal, on le fait bien et on le fait en nombre. Et après il faut rentrer dans une entreprise, il faut demander à faire une immersion, 3 jours, une semaine, 15 jours. Voilà, faut aller voir comment ça se passe dans une entreprise. C'est comme ça que moi j'ai accroché. Voilà, quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et les jeunes, moi je les encourage à aller au contact des chefs d'entreprise et au contact du métier. On n'apprend pas tout dans un livre, et on connaît pas tout dans un livre. On peut comprendre dans un livre ce qui se passe, mais il faut aller voir. Donc voilà comment on devient boucher, puis on passe un CAP, premier diplôme, hein, certificat d'aptitude professionnelle, qui nous dit, une fois que tu as ton CAP, tu dois pouvoir être capable de commencer à faire le métier. Voilà. Et après, on continue les diplômes, s'il fallait un brevet professionnel, un brevet de maîtrise, si on veut aller plus loin, une gestion d'entreprise, et ça permet après de reprendre une entreprise. D'accord. Et qu'est-ce qu'on apprend dans une formation de boucher concrètement? Alors tout dépend les niveaux, mais un CAP, eh bien, on apprend la technique, beaucoup la technique. Voilà, on apprend à découper toutes les sortes de viande.
Voilà, on commence à regarder les rendements, mais voilà, c'est vraiment ça. Un rendement, c'est quoi pour ma culture? Le rendement d'une carcasse, on commence à réfléchir, voilà, ce qu'on va sortir d'une carcasse, comment on va la travailler, voilà. Et après, quand on passe en brevet professionnel, là, on est sur quelqu'un qui va travailler un petit peu plus sur la vente, qui va sur la commercialisation et qui va peaufiner ses tableaux de rendement. Voilà, je veux dire, une fois qu'on a un brevet professionnel, on arrive à un niveau où on peut gérer une équipe, on peut gérer un labo, on peut... Voilà, donc de principe, il est bon d'avoir le CAP et le brevet professionnel. D'accord. En général, et comment vous savez quand... Enfin, moi, la question, elle peut paraître stupide, mais quand on est devant une boucherie, en général, c'est boucher, charcutier, traiteur. Oui. Est-ce que ça fait appel à des enseignements différents ou Oui, complètement. On peut, quand on reste dans la boucherie, CAP, BP, mais on a le même en charcuterie. D'accord. Et souvent... les jeunes ou les moins jeunes, ils font un parcours CAP boucher, CAP charcutier en un an. Voilà, ils viennent faire des compléments de formation. Soit ils démarrent par la charcuterie puis ils complètent par la boucherie, ou soit à l'inverse, mais en général on démarre boucher, après on fait charcutier. Il y en a même qui vont des fois, qui s'en vont faire un CAP pâtissier en ayant démarré par exemple par la boucherie et la charcuterie, parce que dans le traiteur aussi ils veulent avoir une touche... Enfin, ce qui veut dire que dans l'artisanat, on peut avoir un véritable parcours de formation. Voilà, c'est pas un diplôme qui compte, c'est le parcours et les compétences qu'on a envie de se donner. Et on n'est pas obligé de tout faire d'un seul coup. On peut à un moment arrêter la formation, aller travailler et revenir et continuer à se former, même si c'est plus en apprentissage, ça peut être en formation continue, on peut repasser des diplômes et des examens tout au long de sa vie. Ce qui veut dire que là, dans les locaux, puisque j'ai vu qu'il y avait des ateliers, alors je n'ai peut-être pas les bons termes, excusez-moi, mais des ateliers pratiques, ça veut dire que vous avez des moins jeunes qui reviennent soit pour se reformer, entre guillemets, soit pour développer des nouvelles compétences. Oui, et de plus en plus. Avec la crise Covid, on a des gens, 35, 40, 45 ans, qui se disent, bon, je ne l'ai pas fait quand j'avais le choix à 20 ans ou à 15 ans, je veux être coiffeur, je veux être pâtissier, et ils redémarrent une formation, ils viennent se former pendant un an. Ils ont déjà en général un bagage qui leur permet de rester que sur la technique, et pendant un an ou deux, ils apprennent, et puis ça fait des très très beaux parcours et des belles reprises d'entreprise. Mmh. Et parce que c'est vrai que ça, les clients s'en rendent pas nécessairement compte, mais c'est quoi le quotidien d'un artisan? Si on élargit un peu le spectre, pas nécessairement un boucher, mais qu'est-ce qui se passe derrière le rideau le matin ou le soir tard d'ailleurs? Non, mais un artisan, c'est au démarrage un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise. De principe, une entreprise de petite taille, c'est pas péjoratif, mais c'est un chef d'entreprise. Il gère un laboratoire, il gère un magasin, il gère du personnel, il gère du financier, il gère du RH. Et c'est là la difficulté de la très petite entreprise, parce qu'il a toutes les casquettes. Alors maintenant, de plus en plus, on a des entreprises qui ont 10, 15, 20 salariés. Ça devient, et donc, ils ont en interne un renfort de compétences. Mais c'est exactement ça. Un boulanger, quand il a... comme mon boulanger Franck là, de Vambochy, quand il a 14 salariés, bon, il démarre pas le matin que par faire du pain, vous savez. Les plannings, les choses, tout ça, il doit aussi gérer. Donc c'est vraiment varié, et c'est super intéressant en tout cas. C'est super intéressant. Non, mais ça, j'en dis ce qu'on vient pas. Qu'est-ce qui fait que métier, c'est un beau métier boucher, pardon, c'est un beau métier? Qu'est-ce qui fait que boucher, c'est un beau métier? Enfin, je sais pas. J'ai des questions pénibles. Mais... Ouais, non, mais d'abord, il faut que ce soit des métiers passion. Voilà, il faut que ce soit des métiers passion. Et dans ces métiers-là, vous savez, on a ce qui est super intéressant, moi, je pense, le travail du produit. Donc, ça veut dire on aime faire ce qu'on fait, travailler la viande, et à la fois, on va jusqu'au commerce. Ça veut dire qu'on a aussi la vente à faire de ce produit-là. Et de pouvoir fabriquer de ses mains, de le vendre et d'avoir ce contact avec la clientèle et nos clients. Ça c'est... Voilà, on n'est pas seulement dans un endroit où on fabrique et on ne sait pas le produit où il part. On n'est pas seulement à le vendre et à pas le fabriquer. On a toute la chaîne. Voilà. Et dans ce métier-là, moi, j'adore. Moi, j'ai été aussi pendant quelques années, pendant 10 ans, j'ai été éleveur. Moi, j'ai eu une ferme avec une centaine de bovins. Donc, et encore maintenant, j'ai une de mes filles qui est dans le milieu de l'élevage. Donc, ce qui est super, c'est qu'on peut démarrer de l'élevage, on peut passer par la cheville, on travaille la viande et on la vend. Voilà. Et on la vend à des gens, à des vrais gens. Voilà. Et ça, c'est super. D'avoir le retour aussi du client qui vous dit, Laurent, ton rôti est excellent.
Et ouais, non, mais c'est clair que c'est valorisant. En plus, c'est vrai que vous le faites je dirais en toute simplicité, mais certes, vous êtes président de la Chambre des métiers et en même temps, en fait, on échangeait un petit peu tout à l'heure avant l'enregistrement de dire que vous avez encore un pied dans vos magasins. Ça a l'air d'être super important pour vous. Bah, il faut rester bien les pieds sur terre. Hein, vous savez, on est artisan, c'est par là qu'on a démarré nos divers mandats. Et puis, de toute façon, moi, je pourrais pas me passer. Voilà, je pourrais pas me passer. Alors, je laisse beaucoup de liberté maintenant à ma fille Elodie parce qu'il faut qu'elle gère et je dois pas toujours être là pour faire forcément comme moi j'ai envie. Mais en tout cas, il faut que je sois dans l'entreprise. Moi, je démarre tous mes journées, moi, en passant au labo et en saluant Yann, mon charcutier, qui arrive le premier à 5h30. Voilà, moi, c'est dans mon ADN. L'entreprise, c'est mon ADN. C'est par là que je démarre tout. Si je devais arrêter quelque chose, c'est pas mon entreprise. Voilà, c'est mon ADN. C'est les artisans et mon entreprise. Voilà, c'est ça mon ADN. Et est-ce que c'est pas compliqué de faire ce métier? Je m'explique. Déjà d'un point de vue purement contextuel, quand on voit l'inflation promise sur l'énergie notamment, vous avez des frigos, enfin des choses comme ça dans une boucherie, et même de manière plus globale au niveau de vos artisans, que ce soit un boulanger qui a des fours qui consomment de l'électricité ou autre. Concrètement, vous le voyez comment là, les 2-3 mois qui arrivent? Non, mais ça va être compliqué, j'ai même très compliqué. Mais qu'est-ce qui est facile dans une période comme maintenant? Qu'est-ce qui est facile? Est-ce que d'être salarié, c'est facile? Est-ce que d'être demandeur d'emploi, c'est facile? Est-ce que d'être chef d'entreprise, c'est facile? Tout va être dur. Le tout, c'est d'avoir autour de soi tous les moyens qu'on peut activer pour accompagner à passer cette crise. C'est sûr que là, quand on annonce à quelqu'un, on va te multiplier par 4 ou par 5 ta facture d'énergie, c'est comme si on dirait à un salarié, pour aller au boulot, ça va te coûter 3 000 € et tu vas gagner 2 000. Ouais. Ben, mécaniquement, on sait que c'est pas possible. Et nous, on voit arriver janvier, on se dit, mais c'est pas possible. On a plus de charges que de rentabilité. Ouais. Donc, on est en train de travailler. Et c'est là le rôle d'un élu de chambre de métier ou d'une organisation professionnelle. C'est de monter. Moi, je monte au plus haut au cabinet de Bruno Le Maire pour faire passer les messages. Parce que je peux comprendre qu'eux ne perçoivent pas comme nous. Nous, on a les pieds dedans. Eux, ils pensent que l'amortisseur qu'ils vont mettre pour l'énergie, ça suffit. Ben, nous, on leur dit non. Et il faut qu'on démontre, il faut qu'on explique. On a bien réussi pendant la crise Covid à faire en sorte que la majorité des entreprises, on les a soutenues avec des dispositifs que nous, on a mis en place et qu'on a proposés à l'État. Bon, là, il faut qu'on fasse pareil, mais il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile, mais pour nous comme pour d'autres. Hein, mais en tout cas, nous, on va se battre. Ok. Et le deuxième volet de ma question, c'était sur, vous savez, dans l'air du temps, il y a des inspirations, on va dire, véganes ou autres. Il y a eu quelques années où les boucheries étaient stigmatisées en disant c'est honteux, etc. Comment vous faites pour, entre guillemets, éduquer vos clients ou faire passer le message de dire que... Enfin, moi, vous voyez, l'initiative de faire cette interview, c'est de dire, quoi qu'il arrive, un métier, ça se respecte. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, vous me parlez de ce sujet-là, ça faisait un moment que j'en parlais plus. Et hier, on avait encore un dernier procès avec L214 où on a gagné puisqu'ils nous attaquaient pour diffamation. Bon, vous savez, moi j'ai pas de problème à ce que des gens vivent autrement, mangent autrement. C'est pas grave. Qu'ils soient véganes ou pas, j'ai pas de difficulté. Moi, j'ai des amis qui mangent pas de viande, c'est pas un problème. Enfin, j'ai pas de difficulté là-dessus. Là où il y a une difficulté, c'est quand eux respectent pas les autres et qui viennent soit casser les vitrines, soit mettre le feu. C'est quand même ce qu'on a eu. Et là, clairement, moi, j'ai été au contact avec eux, on a été au combat. Il y en a qui ont eu de la prison avec sursis et voilà. Donc, on va au combat. Mais on doit pas, je pense, les opposer. Il y a des véganes, ça représente pas grand-chose, 0,4, 0,2. Bon, c'est tout. Voilà. Est-ce que c'est mieux de manger des légumes qui viennent de je sais pas où, qui ont poussé dans des serres, qui ont voyagé? Est-ce que c'est mieux? Non. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un sujet de bien-être animal, faut le gérer. Il y en a qui veulent manger des légumes, et bien qui mangent tant qu'à faire des bons légumes et peut-être pas des légumes qui viennent du bout du monde. Bon voilà, moi j'ai pas de difficulté, mais par contre faut pas qu'ils viennent me chercher parce qu'ils vont me trouver. Merci, c'est clair au moins. Une autre question, quel regard porte le boucher sur de la viande de grande surface? J'allais dire, de la bonne viande, il y en a partout. Il y en a partout. Après, c'est sûr que la grande distribution a un circuit... Vous savez, c'est les chiffres de l'année dernière, je pense, moins 12% de consommation de viande.
c'est pas dans l'artisanat, c'est la grande distribution. On a un peu écœuré les gens en faisant penser que parce qu'on a une barquette de telle dimension, on va faire des animaux qui rentrent dans la barquette. Voilà, on a un peu oublié de respecter la viande. Je pense que tout ça est en train de s'améliorer parce que les éleveurs ont aussi fait du lobbying avec nous. Et moi, je suis pas un pro grande distribution, hein, mais j'ai aussi des bouchers, alors pas des artisans, puisque les artisans, c'est bien des artisans, mais j'ai aussi des bouchers, des collègues qui font un bon travail dans la grande distribution, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas le même produit. Voilà, ils n'ont pas le même produit que nous, clairement. Ok. Et pour en revenir, au sujet de l'éducation, quel regard vous portez? Alors forcément, vous êtes nécessairement convaincu, mais en quoi l'éducation, la formation, pour vous, c'est important? Ah bah, la formation, il faut donner des compétences à tous ces jeunes qui vont à un moment devoir travailler. Voilà. Et l'apprentissage, c'est là que l'apprentissage est une voie d'excellence. Nous, ça a toujours été. Moi, imaginez, j'ai fait ça en 83, 84. Un pied dans l'entreprise, un pied dans un centre de formation, qui n'est pas une école, dans un centre de formation. C'est l'idéal. Voilà. La formation, il y a un moment, peu importe le niveau d'études, je pense qu'il y a un moment où on doit former les gens à aller au travail. Et quand on les envoie à l'école jusqu'à 20 ans et qu'on leur explique pas un moment que c'est pour aller travailler, ben, pour moi, il y a une illogique dans ce parcours. Et donc, la formation et par apprentissage, pour moi, est l'idéal. Ok. Et alors typiquement, tout à l'heure, vous parliez de compétences en fait qu'on vient empiler les unes avec les autres ou les unes sur les autres. Est-ce que à la Chambre des métiers, il y a une formation un peu plus entrepreneuriale? Je veux dire par là, on va pas m'apprendre à couper une viande ou je sais pas à faire une coupe de cheveux, mais est-ce qu'il y a des formations spécifiques sur l'entreprise? Oui, alors je vous disais CAP, on est bien sur la technique, BP, on est sur la technique et la gestion un peu de l'entreprise, mais surtout du produit et de la rentabilité. Et après, il y a un autre titre qui mélange tous les métiers, c'est le TEPE, le titre entrepreneurial de la petite entreprise. Et là, les jeunes arrivent avec un projet. Et pendant un an, ils travaillent leur projet. Donc là, on est dans des reprises d'entreprise, on est dans du développement. Et on est là dans la gestion d'entreprise. Gestion d'entreprise, l'économie, le RH, la communication. Donc voilà, il y a un diplôme supplémentaire qui permet, c'est le dernier palier pour dire, OK, je suis très bon dans mon métier. Maintenant, il me faut des connaissances de gestion d'entreprise. Et on a ce diplôme-là qui permet de le faire. Il y a un sujet sur lequel j'interviens beaucoup et je travaille beaucoup aussi avec mes étudiants, c'est celui de la performance. Et du coup, la question, c'est quand est-ce que vous estimez être performant, soit en tant que président de la Chambre des métiers, soit en tant que boucher? C'est quoi la performance pour vous? Alors, quand on est artisan, comment on évalue la performance? Je pense que c'est le client. C'est le client, c'est qui va faire que on aura un retour sur notre performance. Si on a des clients qui sont satisfaits, si on a une évolution de notre entreprise, on peut estimer qu'on est performant. En étant président de la Chambre de métier, c'est un peu pareil. Nos clients, c'est qui? C'est les artisans, c'est le territoire. Est-ce que le rôle qu'on a à la Chambre de métier, de dire je développe économiquement, je développe les compétences de mes artisans, je développe l'artisanat sur les territoires, est-ce que la Chambre de métier est performante dans les Hauts-de-France? J'allais dire très performante. 40 sites, 21 centres de formation. Tous les ans, on a, entre les radiations et les créations, entre 6 000 et 7 000 artisans en plus. On est performant. On est performant, avec toutes les difficultés qu'on a, hein, et que les artisans ont. Mais en tout cas, on est performant. On répond à un besoin. Voilà. Mais je suis persuadé qu'on peut encore faire mieux. Ok, super. Alors, traditionnellement, je demande toujours à mon invité s'il a, j'en sais rien, un livre, un film, une série, une musique à me recommander. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, mais est-ce que... Non, mais un film que j'ai bien aimé, Tendre et saignant. Ok, connais pas. Tendre et saignant, Ducret qui a joué ce rôle-là. C'est un film qui a été fait sur la boucherie. Ça a été super bien fait, avec la Confédération de la boucherie, donc ils ont bien travaillé. Et pourquoi ça m'a marqué? Puisque c'est une histoire où il y a un boucher qui décède d'une crise cardiaque. Et c'est la fille qui reprend avec les salariés. Donc c'est une superbe histoire. Et c'était au moment où moi j'ai fait un infarctus.
Voilà. Et donc ça a marqué la famille, ma fille, tout ça. Donc et c'est un super beau film. Ça explique vraiment. Quand on regarde ça, moi je me vois. C'est un film qui date d'il y a combien de temps à peu près? Il y a 1 an et demi, je pense. Ah oui, ou 1 an. Oui, c'est récent. Oui, il est sorti là. Nous, on l'a fait passer au cinéma. On a invité toute notre clientèle. On a fait un super truc. C'est un super film. Mais c'est vraiment un film qui colle à la réalité. C'est vraiment ça. Ce qu'ils ont fait comme film, c'est ça. C'est notre vie. Alors c'est notre vie. En plus avec cet incident de santé, et donc ça a marqué ma fille. Et puis donc c'est un super film, tendre et saignant. J'imagine bien. Alors pour le coup, j'ai encore 2 questions. La prochaine, c'est est-ce que vous avez une question pour moi, n'importe laquelle? Je sais pas quel métier de l'artisanat vous aimeriez faire. Moi, je vous vois bien être, je sais pas, chocolatier, pâtissier. Vous êtes pas trop loin. Alors non, en fait, vous savez, moi, dans l'artisanat, alors j'adore cuisiner naturellement, mais moi, je me dis quand je vais chez mon artisan, c'est pour aller chercher quelque chose que je peux pas trouver ailleurs. Et ce quelque chose que je peux pas trouver ailleurs, ça peut être un produit, mais pas nécessairement qu'un produit, ça peut être un talent. Typiquement, vous voyez, il y a un monsieur que je trouve hyper respectable, alors pour le coup, à Vambrochy, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est pas nécessairement, si vous n'êtes pas du Nord, c'est peut-être un peu compliqué, mais monsieur Hasbrook, le cordonnier du village, qui a, je sais plus de 74, je crois. Moi, il est remarquable. Mais oui, il est hyper impressionnant. D'une part, parce que je me dis, il a cette capacité à savoir faire, il a un vrai talent. Et deuxièmement, pour moi, il y a un côté rétro, mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est un gars qui travaille à l'ancienne. Et je me souviens, une fois, il était en vacances. Je me dis, mince, fait chier, je dois faire réparer mes chaussures. Je vais dans un autre truc, mais qui était une chaîne. Le gars m'a dit pas possible. J'ai dit bon bah ok, je vais attendre que monsieur Hasbrook revienne. Et là pour le coup, effectivement, il m'a dit oui, bah je vous le fais, il y a pas de problème. Et c'est ça. Pour moi, un artisan, c'est vraiment le gars. Je ressors de là, je suis bluffé, soit par son produit, par le service, par le talent. C'est. Oui, vous disiez travailler à l'ancienne, mais est-ce que travailler à l'ancienne, c'est pas ce qui va être moderne demain? Attendez, on fait la boucle, hein. Il y a pas de secret, on ne doit pas travailler à l'ancienne. Ouais, mais c'est pas péjoratif. Les gens, il y a un moment, ils vont rechercher l'authenticité, le vrai. Ils vont chercher ça. Il n'y a pas de secret. Si tout le monde fait le même truc, c'est fade. Et non. Et voilà, à l'ancienne, ça veut dire qu'il va se décarcasser pour son client. Il va savoir faire des choses que plus personne ne sait faire. Mais oui. Et puis il va y passer un peu plus de temps. Il va avoir plaisir à le faire. Ça se ressent. Attendez, c'est à l'ancienne, mais alors c'est ça que les gens veulent. Mais vous voyez, il y a un côté... moi, je bouge beaucoup en France. Ce que je trouve dommage parfois dans les villages, c'est que vous arrivez... alors, au mieux, il y a un bar, mais en général, vous allez trouver une agence IMO, des banques, et en fait, il y a une forme de désertification, je ne sais pas si c'est le bon terme, et ça, je trouve ça dommage. C'est les politiques de la ville et des économies de proximité. Qu'est-ce qu'on veut demain? Il y a un moment, on a tout fermé, hein. On a fermé les postes, on a tout fermé, on a dit les gens vont se débrouiller. Maintenant, ils se rendent compte que tout compte fait non. Et donc, on met des grands plans de cœur de ville, des cœurs de ceci, on met des millions et des millions, alors qu'il suffisait d'accompagner pour que ça reste. Hein. Donc voilà, il y a un moment, il y a eu des décisions politiques qui ont été très très mauvaises. Très très mauvaises. On a cru qu'on allait tout faire sur Internet, tout faire à l'écran, et les gens n'avaient plus besoin de se parler. Ah, eh bien si. Eh bien si. Eh bien si. Ok. Et dernière question pour vous, monsieur Rigaud. Est-ce qu'il y a un sujet que j'aurais dû aborder avec vous que j'ai occulté? Non, je pense pas. Vous n'êtes pas venu sur la politique, mais bon... en fait, alors j'ai hésité pour le coup. Vous voyez, typiquement, alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez soutenu Xavier Bertrand. Enfin, je sais pas comment on dit précisément. Et je me disais, au fond de moi-même, je me disais, est-ce que je lui pose la question ou pas? J'ai hésité et je me disais, mais pourquoi pas pour le côté qu'on soit pro ou anti, c'est pas le sujet. L'idée, c'est de se dire, pourquoi aller jusque-là dans votre parcours? Oui, pourquoi à un moment on s'engage et on va autour de la table? Moi, j'ai pas d'ambition politique particulière, mais quand on voit bien qu'il faut aller autour de la table de ceux qui décident, voilà, parce que sinon ils décident pour nous. Ils décident pour nous. Donc il y a un moment, il faut aller autour de la table. Et quand on m'a appelé en me disant, Laurent, est-ce que tu veux venir dans l'équipe autour de la table? J'ai dit oui, mais de toute façon, je vais pas changer, moi. Non, mais justement, tu viens sans changer. Voilà, et ça m'a plu. Tu viens sans changer. Tu dis les choses, tu fais, tu changes pas, tu restes comme tu es. Et je suis persuadé que demain, on voit bien dans le monde où on vit, il y aura des transformations où des gens qui, de principe, font pas de politique politicienne vont s'engager en politique.
Voilà, pas pour faire de la politique politicienne, mais tout le monde fait de la politique. On fait des choix dans sa vie. Et quand on choisit d'acheter là plutôt que là, ou de créer quelque chose, on fait un choix politique. Oui, il y a des arbitrages. Voilà. Et donc, je pense qu'on va aller autour de la table de plus en plus. Et l'artisanat, 1 700 000 entreprises en France, vous allez voir que quand les artisans vont avoir un chef de file qui va pouvoir aller en politique, dire des choses, ça va peser. Et donc, il faut y aller. Les agriculteurs l'ont compris, et vous allez voir que les artisans, dans les années à venir, à mon avis, vont y aller. Et moi, je souhaite qu'ils puissent y aller. Ouais, mais c'est tout le paradoxe. Moi, vous voyez, typiquement, je m'intéresse beaucoup au métier d'agriculteur. Alors, pas par passion, je suis nul là-dedans, mais je trouve que c'est un métier difficile. Alors, il y en a plein, des métiers difficiles, mais je me dis, ce qui est dommage dans la représentation politique, c'est que, à ma connaissance, j'ai jamais vu un agriculteur ministre de l'Agriculture, et pourtant, je trouve que ça ferait sens. Mais oui. Vous voyez ? Mais oui, bien sûr. Donc il faut un moment qu'on soit, alors même si on n'est pas ministre, mais qu'on soit autour de la table. Moi, quand je veux parler des artisans, je monte chez le préfet et je lui parle. Je dis, monsieur le préfet, et voilà. Et si on fait parler quelqu'un à notre place, attendez, il y a un moment, il va s'arrêter en cours de chemin, le gars. Il va pas pouvoir parler. Quand je parle des problèmes de l'énergie en ce moment, mais moi, je l'ai subi, hein. Moi, on me fait plus 4, fois 4 au mois de janvier. Donc moi, je l'ai pas lu dans un livre ou dans une note, hein, que les artisans, ils vont souffrir. Je suis le premier avec eux à devoir payer la facture. Et donc quand j'en parle, c'est autrement que de quelqu'un qui en parle parce qu'on lui a demandé d'en parler. Oui, complètement. Voilà. Et donc je pense qu'on doit aller autour de la table. On doit y aller. Et mes collègues me disent, Laurent, faut aller autour de la table. Et donc on est soutenu. Donc il y aura une grande force des entreprises de proximité et des artisans qui demain devront être entendus. De toute façon, c'est l'économie qu'on veut. Plus d'humains, plus de proximité, plus de produits. Voilà, on parlait du cordonnier. Eh bien, au lieu de jeter ses chaussures, faut les faire réparer. Clairement. Bon, voilà. Et donc, c'est quoi ? C'est les artisans. Donc, ils peuvent pas dire ça et en même temps pas faire un grand plan pour l'artisanat. Donc, nous, on va monter le plus haut possible pour faire en sorte qu'on soit entendu et puis qu'on le fasse ensemble avec les élus du coup politiques. Super. Bah écoutez, Monsieur Rigaud, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vais peut-être vous appeler Monsieur le Président, c'est quand même pas mal, je trouve. Ouais, on peut aussi m'appeler Laurent, ça me va très bien. J'ai une proximité avec tout le monde qui fait que j'ai aucune difficulté à rencontrer, parler, échanger. Je suis un passionné et je vais encore le faire comme ça tant que mes collègues artisans me font confiance. Parfait. Merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité, et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.